Stonehenge a exigé près de 20 millions d'heures de travail pour être édifié. À titre de comparaison, un individu lambda ne vit guère au-delà de 700 000 heures. Voici Jack, l'un des tout premiers bâtisseurs de Stonehenge. Supposons que Jack ait atteint l'âge de 80 ans, hypothèse hautement improbable, mais qui simplifie nos calculs. Si Jack avait consacré toute sa vie, de sa naissance jusqu'à ses 80 ans, à la construction de Stonehenge, il aurait fallu environ 28 générations et demie de travailleurs perpétuant cet effort pour achever l'ouvrage. C'est pratiquement impossible. Pour rendre cette estimation plus plausible, doublons ce chiffre. Après tout, Jack n'aurait sans doute pas dédié toute sa vie à charrier des pierres, et il n'a certainement pas atteint un âge aussi avancé. Nous arrivons ainsi à près de 57 générations nécessaires pour ériger Stonehenge. On n'est malheureusement pas assez d'espace à l'écran pour vous présenter John, l'arrière-arrière-arrière-arrière, petit-fils de Jack, mais vous saisissez l'idée. Tout a débuté il y a environ 5000 ans, avec un simple rempart de terre et un fossé circulaire. Puis, aux alentours de 2600 avant notre ère, les bâtisseurs ont remplacé cette structure primitive par une configuration plus élaborée de rondins de bois et ont acheminé depuis le pays de Galles quelques 80 blocs de dolérite, qu'ils ont réagencés au moins 3 fois. Quelques siècles plus tard, ils ont ajouté ces impressionnantes pierres de Sarcène d'environ 25 tonnes chacune. Ces imposants blocs de grès furent transportés sur près de 30 km afin de former un cercle extérieur continu, tandis que 5 trilithes, 2 pierres dressées, surmontées d'un linteau, formaient une structure en fer à cheval en son centre. Ce chantier, s'étendant sur un millénaire, a nécessité d'innombrables années de labeur. On peut donc supposer que les ouvriers vivaient à proximité. Mais dans quelles conditions pouvaient-ils bien se loger? De nos jours, les ouvriers disposent sur place de petites habitations temporaires, si besoin. Mais de telles structures existaient-elles réellement à l'époque où Stonehenge fut érigé? Eh bien oui. Et les découvertes archéologiques récentes aux abords de Stonehenge en apportent la preuve. Des fouilles ont mis au jour une écomaison datant de l'âge de la pierre, une trouvaille d'une importance capitale puisqu'il s'agit de l'un des plus anciens habitats connus dans la région. Cette demeure mésolithique, récemment mise au jour, remonte à environ 4300 avant notre ère. Observons-la de plus près. Pour édifier les murs, les habitants de l'époque s'appuyaient sur un arbre tombé, plus précisément sur son tronc. Ces parois de bois étaient consolidées avec du silex, et ils avaient même pris soin de paver la cavité laissée par l'arbre déraciné. Quant à la toiture, ils avaient eu recours à des peaux d'animaux. Un choix judicieux qui devait offrir une protection efficace contre le climat capricieux des îles britanniques. Vous vous demandez peut-être comment ces bâtisseurs ont pu affronter les rigueurs du climat britannique, particulièrement durant l'hiver. La réponse est simple, un foyer était aménagé sur place, ce qui n'a rien d'étonnant en soi. Mais le système employé pour chauffer l'habitat se révélait particulièrement ingénieux. Placer un foyer directement à l'intérieur de la maison aurait constitué un danger trop important. Mais introduire des pierres chauffées ne présentait aucun risque. Tout en demeurant chaudes, elles ne pouvaient pas provoquer d'incendie. Elles servaient donc de réservoir thermique, permettant de maintenir une chaleur agréable durant la nuit. Pour parfaire leur aménagement, ils ajoutaient à même quelques pierres décoratives. Certes, ce n'était pas Versailles, mais leur demeure possédait indéniablement une certaine élégance. Si vous pensez que cette découverte ne concerne que les habitations, détrompez-vous. Elle bouleverse notre compréhension du mode de vie de cette époque. En situant ces populations dans un cadre préhistorique essentiel, dès les débuts du néolithique, elle soulève des interrogations fascinantes sur un éventuel lien entre ces premiers habitants et les bâtisseurs de Stonehenge. Mais une inquiétude persiste. Les experts s'inquiètent du fait que ce site, ainsi que d'autres vestiges archéologiques enfouis, pourraient être mis en péril si les autorités maintiennent leur projet de tunnel visant à détourner l'A303, en la faisant passer sous ce site classé au patrimoine mondial. Bien entendu, la maison mise au jour par les scientifiques n'était pas parfaitement conservée et présentait plusieurs lacunes essentielles pour la vie quotidienne. Certains éléments avaient disparu avec le temps, tandis que d'autres étaient simplement absents. Aussi, les chercheurs ont-ils entrepris de recréer ces habitations vieilles de 4500 ans. Pour ce faire, ils ont utilisé 20 tonnes de craie, 5000 tiges de noisetier et 3 tonnes de paille. Ces reconstitutions ont été érigées à proximité de Stonehenge. Un véritable exploit lorsqu'on sait à quel point il est difficile d'y obtenir un permis de construire, même pour une simple étable. Alors, à quoi ressemblent ces maisons? Tout d'abord, il y en a 4, toutes de forme ovale. Elles reposent sur les fondations de véritables habitations qui se dressaient à cet endroit il y a environ 4500 ans.
soit précisément à l'époque où l'éco-maison de Stonehenge était en construction. Les habitations sont de taille modeste, se limitant à une seule pièce. Déterminer leurs dimensions s'est révélé relativement simple, puisque la taille du toit et la hauteur des murs pouvaient être estimées à partir des fondations. Chaque côté mesure environ 5 mètres. Cependant, la structure exacte de la toiture demeure une énigme. À l'époque, plusieurs techniques à base de chaume étaient utilisées, rendant difficile l'identification précise de celle employée ici. Pour l'instant, l'hypothèse la plus probable est celle d'une toiture en paille nouée ou attachée, solidement fixée à un cadre en noisetier tressé. Lorsque le foyer est allumé, la fumée s'élève naturellement à travers le chaume. Les 20 tonnes de craie ont servi à recouvrir les sols et les murs. Cette surface blanche réfléchit la lumière du soleil et retient la chaleur du feu. Toutefois, un problème inattendu est apparu. Le sol, saturé d'eau, en a considérablement retardé le séchage. Alors que la craie aurait dû durcir en quelques jours, certaines parties du sol sont restées collantes durant des semaines, un peu comme du chewing-gum. Il ne fait aucun doute que les bâtisseurs d'il y a 4500 ans ont dû affronter des difficultés similaires, ce qui permet d'apprécier à sa juste valeur le labeur qu'exigeait la construction de ces habitations. Pour obtenir une finition lisse et presque brillante, la dernière couche d'enduit a été appliquée avec des chiffons, conférant au mur une apparence étonnamment raffinée. L'intérieur est aménagé avec des lits et des étagères en bois et en osier, ainsi que des pots d'argile, le tout organisé autour d'un foyer accueillant. Le tout donne une impression d'espace et baigne dans une lumière naturelle qui traverse le toit de chaume avant de se réfléchir sur les murs blancs. Le mobilier tressé, quant à lui, apporte une touche d'authenticité. Des feux ont été allumés pour y préparer un premier repas. Du pain confectionné à partir de farine moulue sur une meule de pierre, juste à côté du foyer. Ceux qui l'ont goûté ont été agréablement surpris par sa saveur. Légère déception. Ceux qui ont recréé ces habitations ont un peu triché. Certes, les matériaux sont fidèles à ceux d'origine, mais les outils utilisés ne le sont pas. Ils ont eu recours à des bétonnières pour mélanger le torchis, des brouettes pour transporter le bois, et des haches en acier pour fendre les bûches près de l'âtre, plutôt que des outils de pierre. Il faut toutefois rappeler que ces constructeurs ne sont pas des experts, mais des bénévoles. Dans ces conditions, une petite entorse aux techniques d'antan semble tout à fait pardonnable. D'ailleurs, d'autres volontaires présents sur le site sont ravis de partager leurs connaissances sur les tâches quotidiennes des bâtisseurs de Stonehenge, qu'il s'agisse de moudre le grain ou de tresser des cordes en jonc. Mais ces cahutes ne sont pas les seules découvertes notables de la région de Stonehenge. Il y a quelques années, des archéologues ont mis au jour un site funéraire qui précède même la construction du célèbre monument. Ce long tumulus néolithique, daté d'environ 5600 à 5700 ans, aurait accueilli les dépouilles de certains des premiers habitants de Grande-Bretagne. Son existence a été révélée par des images aériennes montrant son empreinte caractéristique sous les cultures. La plaine de Salisbury regorge d'anciens vestiges, comprenant Stonehenge, divers tumulus et autres monuments. Épargnée par les bouleversements au fil des siècles, elle a su préserver une quantité remarquable de structures préhistoriques. Cette découverte illustre par ailleurs une transition majeure dans le mode de vie humain, marquant le passage du nomadisme à une sédentarisation fondée sur l'agriculture et l'élevage. Un mode de vie qui fait écho à celui reconstitué dans l'éco-maison. Le tumulus en question s'étend sur environ 26 mètres de long et 20 mètres de large. Bien que l'érosion et l'agriculture aient fait disparaître une grande partie de sa structure émergée. Si ces caractéristiques sont similaires à celles d'autres sépultures de la région, il pourrait renfermer les restes de 30 à 50 individus, ainsi que des crânes de vaches, dont l'importance pour ces communautés anciennes ne fait aucun doute. Les têtes géantes de l'île de Pâques sont si populaires qu'elles ont même leur propre emoji. Leur véritable fonction demeure un mystère depuis des siècles, mais il semblerait qu'on ait enfin découvert comment ils ont été érigés et amenés à leur emplacement actuel. Les statues Moai sont composées de 3 parties. Un grand corps jaune, un chapeau rouge, le pukao, et des yeux blancs à l'iris faits de corail. Environ 1 millier d'entre elles ont été sculptées. Les corps principaux de la plupart des statues ont été fabriqués à partir de tufs volcaniques, provenant d'une carrière locale située dans CE, qui était autrefois un volcan. Ce matériau est facile à modeler, mais il n'est pas simple à transporter. C'est probablement la raison pour laquelle les chercheurs ont retrouvé plus de 300 moai inachevés dans cette carrière. Les autres se dressent à divers endroits, face au village, comme s'ils veillaient sur les habitants. Il semble donc que les statues aient été sculptées sur le dos. Ensuite,
Leurs créateurs les ont détachés de la roche, les ont acheminés vers le bas de la pente et les ont placés en position verticale pour terminer le travail. Une fois la tâche accomplie, il était temps de placer la statue sur sa plateforme. Si tu as déjà pris part à un déménagement, tu sais à quel point cela peut être éreintant. Imagine donc qu'il faille déplacer une statue pesant environ la moitié du poids d'une maison, soit environ 80 tonnes, sans voiture ni équipement moderne, et ce, sur une distance de 5 km. Les locaux ont dû inventer une méthode originale pour y parvenir, et les chercheurs modernes ont essayé de la reproduire pour deviner de quoi il retournait. Ils ont essayé de traîner des répliques de Moai sur des traîneaux en bois. On a d'abord imaginé que les habitants de l'île auraient pu utiliser des palmiers à cette fin, mais cette théorie a été réfutée. L'expérience la plus réussie jusqu'à présent a consisté à utiliser des cordes pour faire basculer la statue en position debout le long de la route. Cette méthode semble crédible car les légendes locales de Rapa Nui mentionnent que les Moai auraient simplement marché depuis la carrière. Et bien sûr, ils avaient besoin d'une bonne route pour parvenir à bon port. Au début du XXe siècle, la chercheuse Catherine Routledge a identifié un réseau routier vieux de 800 ans sur l'île. Il s'agissait d'un ensemble de sentiers d'environ 5 mètres de large qui partaient tous de la carrière. Elle a d'abord pensé que ces routes remplissaient une fonction cérémonielle et n'avaient pas été construites uniquement pour les statues. Comme elle n'était pas encore une scientifique de renom, ses collègues se sont contentés d'ignorer sa théorie. Plusieurs décennies plus tard, le célèbre aventurier et archéologue norvégien Thor Heyerdahl a publié sa propre théorie. Il a suggéré que ces routes avaient été construites exclusivement pour transporter les Moai, et que certaines statues avaient été laissées le long du chemin pour une raison ou une autre. Mais en 2010, d'autres chercheurs ont découvert que ces statues n'avaient pas été déposées au hasard. Elles avaient en fait atteint leur destination finale car elles reposaient toutes sur des plateformes enfouies. De plus, la route se présentait comme un fossé. Il n'aurait donc pas été facile d'y tirer des statues massives. Il est encore possible de distinguer environ 25 km de ces sentiers à travers l'île et de les observer sur les images satellites. Il semble que Catherine Routledge ait vu juste. Ces routes ont probablement été construites pour les pèlerins qui se rendèrent au volcan sacré, et les Moai qui les bordaient étaient en quelque sorte des bornes d'indication. À l'autre bout du monde, dans le sud de l'Angleterre, se trouve un autre mystère fait de pierre. Illusion sonore massive, symbole d'unité, nécropole ou autre, les scientifiques débattent encore de la raison d'être de Stonehenge. Il aura fallu environ 1500 ans aux bâtisseurs néolithiques pour ériger cette merveille, composée d'une centaine de menhirs dressés en cercle. Des millions de touristes viennent l'admirer chaque année, et les défenseurs du patrimoine s'inquiètent de la route moderne qui serpente maintenant à proximité du site. Cette route moderne est aujourd'hui enfoncée dans le sol, sous le niveau de l'herbe. Et même si les archéologues pensaient de pouvoir trouver une route plus ancienne en dessous, ils n'entretenaient que de minces espoirs. Mais en retirant une couche d'asphalte, ils ont remarqué 2 fossés parallèles, qui étaient presque perpendiculaires à la route. Ces fossés relièrent des sections raccourcies d'une plus grande avenue. C'est ce que les archéologues appellent l'ancien sentier menant à Stonehenge. Ils prouvent que les anciens Celtes se rendaient au monument, probablement pour des besoins rituels. Une autre découverte intéressante, faite au cours d'un été particulièrement sec, a été la présence de 3 marques dépourvues de végétation à l'intérieur du cercle de pierre. Il semble qu'elles aient été laissées par 3 rochers massifs. Stonehenge aurait donc pu être un cercle complet à une certaine époque. En 2021, des archéologues ont découvert une voie romaine submergée dans la lagune vénitienne. Le fait qu'elle repose au fond des eaux, sur près de 1200 mètres, prouve que les Romains étaient présents avant que le niveau de la mer ne monte et n'inonde la région. Cela confirme la théorie selon laquelle une importante colonie se serait trouvée ici, de nombreux siècles avant que Venise ne soit fondée à cet emplacement au vieux siècle de notre ère. Les Romains de l'Antiquité étaient doués pour de nombreuses choses, dont la construction de routes. Et il semble qu'ils n'aient pas craint de travailler sur les terrains les plus difficiles. Les scanners ont révélé que la route antique avait été construite directement sur la plage, ce qui aurait nécessité de sérieuses compétences. Maintenant, imagine un village vieux de plus de 1000 ans et comme figé dans le temps. On y trouve encore de la nourriture à moitié mangée sur les tables et des effets personnels abandonnés dans la précipitation. Si tout cela est si bien préservé, c'est grâce aux cendres volcaniques qui le recouvrent. Des chercheurs ont découvert ce village en 2011, dans l'actuel Salvador. Ils pensent qu'une grande célébration aurait eu lieu il y a plus de 1400 ans, dans un village maya du nom de Sérène.
Tous les habitants étaient présents, à orner le temple principal en vue du grand rituel lorsqu'un volcan voisin est entré en éruption. Les quelques 200 villageois n'ont pas eu le temps de rentrer chez eux. Pour sauver leur vie, ils ont dû prendre la fuite et se réfugier au sud, sur une route de style maya surélevée appelée le Sagbé. Ils sont parvenus à échapper au panache de cendres volcaniques. En plus de contribuer à sauver tout le monde, la route présentait une autre caractéristique intéressante. Tous les Sagbés sont recouverts d'une couche de pierre, laquelle est faite de cendres. Ironique, n'est-ce pas? Cela prouve que les Mayas n'utilisèrent pas que des pierres pour construire leur route. Des archéologues ont découvert plusieurs pièces de monnaie à Jérusalem lors de l'excavation d'une ancienne rue. En voyant la date de leur frappe, ils ont compris que la route avait été construite à l'époque où Ponce Pilate était le gouverneur romain de Judée. En tant qu'administrateur local, il est presque certain que c'est lui qui a ordonné la construction de cette route. Les pèlerins l'empruntaient probablement pour se rendre sur le mont du Temple, afin d'y célébrer leur culte. Ce chemin, construit avec plus de 10 000 tonnes de calcaire, était presque aussi large qu'un autobus est long, soit près de 8 mètres. Il se trouve là depuis 2000 ans. Il n'est pas courant de découvrir une route ancienne aussi finement ouvragée, et on ne sait pas très bien pourquoi un gouverneur romain aurait dépensé autant d'argent pour celle-ci. Il s'agissait probablement d'une tentative visant à s'attirer les grâces de la population locale. En outre, c'était un excellent moyen d'exhiber la richesse et le pouvoir de Rome. L'Old North Trail est une ancienne route que les habitants d'Amérique du Nord ont empruntée pendant 10 000 ans. D'abord à pied, puis avec des chiens, et enfin avec des chevaux. Les premiers voyageurs se déplaçaient à travers le continent en empruntant ces chemins sur des milliers de kilomètres bien avant l'arrivée des premiers Européens, et ce même pendant la dernière période glaciaire. Ils s'en servaient pour transporter des marchandises, explorer, rendre visite à des parents ou encore trouver un partenaire. Les chercheurs ne cessent de retrouver des preuves de la véracité des légendes des Indiens pieds noirs à propos de cette piste. Il pourrait même s'agir de la route qui a servi à l'une des plus grandes migrations humaines de l'histoire. Les peuples qui ont traversé le pont de Béringie depuis l'Asie il y a environ 15 000 ans et se sont installés en Amérique du Nord pourraient avoir emprunté ce corridor libre de glace le long des Rocheuses, qui est devenu plus tard une partie de la piste. La route Nakasendo a été construite au XVIIe siècle, pendant la période Edo de l'histoire japonaise, afin de relier Kyoto à Tokyo. Longue de 500 km, elle traverse des chaînes de montagnes et redescend dans la plaine. C'était l'une des 5 routes principales utilisées par les seigneurs féodaux et leur suite pour se rendre à la capitale. On comptait 69 relais de poste le long de la route où les voyageurs pouvaient passer la nuit. Elle a été construite pour les piétons et les chevaux, car les Japonais n'utilisèrent pas encore de calèches. Il est d'ailleurs encore possible d'en parcourir certaines sections à pied. Les étés au Moyen-Orient sont si intenses qu'ils transforment radicalement le paysage, faisant ressurgir d'anciennes cités oubliées. En 2018, une ville construite par un mystérieux empire le long du fleuve Tigre a été libérée de son piège aquatique. Les archéologues se sont précipités sur le site, ne voulant pas manquer cette occasion unique de fouiller et d'en apprendre davantage sur l'histoire de cette cité. Ils pensaient avoir découvert Zakiku, une ville de l'âge du bronze, fondée il y a plus de 3000 ans et submergée dans les années 80 lors de la construction du barrage de Mossoul. Autrefois un centre caravanier prospère du royaume Mitanni, elle disposait d'eau en relative abondance, une ressource rare dans la région, garantissant ainsi son succès. Les connaissances sur ce royaume demeurent limitées, car aucune chronique écrite n'a été trouvée lors des fouilles. C'est pourquoi les archéologues étaient enchantés de découvrir le palais complet autrefois occupé par leur souverain. Quelques années plus tard, après un nouvel assèchement de la région, ils ont mis au jour des fortifications protégeant la ville des envahisseurs. La découverte majeure de leur expédition fut un immense entrepôt public contenant des marchandises et des récoltes, des piles de blé et d'orge, ainsi que des métaux et du bois importés. Le pain constituait l'aliment de base des habitants, qui préparaient également de grandes marmites de soupe et des ragoûts de légumes. Chaque foyer élevait des moutons, des chèvres, des vaches et des porcs, assurant une source régulière de lait et de viande pour les grandes occasions. Toutes les constructions découvertes jusqu'à présent ont été édifiées à partir de briques en terre crue. Les murs, submergés pendant plus de 40 ans, sont remarquablement bien préservés, comme s'ils avaient été engloutis l'avant-veille. Le palais royal se distingue par sa taille, ses murs plus épais, et ses pavés également faits de briques de boue cuites et scellées pour être imperméables. Le souverain devait entretenir de bonnes relations avec celui du Grand Empire, dont Zakiku était tributaire.
Les commerçants de la ville collectaient des poutres de bois qu'ils entreposaient. Celles-ci provenaient des forêts des montagnes situées au nord et à l'est de la Mésopotamie, et étaient acheminées par le Tigre. Les marchands venaient y écouler leurs marchandises avant de traverser le fleuve vers les régions frontalières. Zakiku aura été un centre de commerce prospère pendant environ 6 siècles, jusqu'à ce qu'un séisme dévastateur la frappe en 1350. Les archéologues ont retrouvé 5 vases en céramique contenant plus de 100 tablettes d'argile, fabriquées peu après le séisme. Il est presque miraculeux que ces petites tablettes d'argile non cuites aient ne survécu sous l'eau pendant des décennies. Les créateurs de ces tablettes ont gravé des notes sur l'argile encore humide, traitant de sujets tels que l'inventaire des nouvelles récoltes ou témoignant de leur correspondance avec d'autres royaumes. Une fois les notes gravées, ils les laissaient sécher au soleil. Les scribes devaient également apprendre de nouvelles langues afin que les messages puissent être compris par des personnes étrangères à la cité. Les chercheurs pensent que les tablettes découvertes faisaient partie d'une archive privée. Ils espèrent pouvoir déchiffrer ces textes afin d'approfondir leurs connaissances sur l'histoire de Zakiku et de son royaume après ce séisme dévastateur. Les dégâts infligés au bâtiment étaient tels qu'il était impossible de redonner à Zakiku sa splendeur passée. Les éventuels survivants ont été contraints de quitter la ville. Des décennies plus tard, les Assyriens, également originaires de Mésopotamie, se sont établis sur ces ruines. Ils ont érigé leurs propres habitations en utilisant les structures préexistantes comme enceinte extérieure. Toutefois, leur présence n'aura duré que 50 ans avant qu'ils ne dessinent de bâtir une nouvelle capitale sur des terres plus fertiles, espérant ainsi prospérer grâce à l'agriculture. Les archéologues qui travaillaient à Zakiku ont dû interrompre leurs fouilles lorsque le niveau de l'eau est remonté, submergeant de nouveau la ville. Ils ont protégé les ruines en les recouvrant de feuilles de plastique étanches, puis de pierres et de gravier, espérant ainsi les préserver de l'érosion aquatique et éviter leur disparition totale. Conscient de l'importance cruciale de l'eau du barrage pour la région, ils prévoient de reprendre les fouilles dès que l'eau se sera de nouveau retirée. Il y a environ 1600 ans, une communauté florissante vivait le long de la rivière Nia, au cœur de ce qui est aujourd'hui le désert du Taklamakan, en République populaire de Chine. Cette rivière, alimentée par la fonte des neiges des montagnes, serpentait à travers le désert sur des kilomètres. Après 3 ans de travail acharné, les archéologues sont parvenus à exhumer 8 tombes, où la chaleur désertique avait parfaitement conservé les vêtements et les objets qu'elles contenaient. Les personnes inhumées devaient appartenir à l'ancienne cité de Nia, un centre autrefois prospère du royaume, situé sur la route de la soie, et qui abritait plus de 3000 âmes avant d'être englouti par les sables du désert. Les ruines de Nia n'ont été découvertes qu'en 1901. Depuis, des scientifiques du monde entier ont tenté de percer les secrets de cette cité. Les tombes découvertes à la fin du XXe siècle semblent avoir appartenu à des membres de l'élite, comme en témoignent les objets luxueux retrouvés. Un carquois et un arc, des pointes de flèches en métal, des boucles d'oreilles en or, un collier de perles de verre, une boîte laquée contenant un peigne, du maquillage et un nécessaire de couture. De la soie de très haute qualité a également été retrouvée, avec des couleurs éclatantes comme le vert et le jaune, demeurées étonnamment intactes. Le tissu comportait également des caractères chinois, citant des ouvrages historiques, ce qui a permis aux scientifiques de dater sa fabrication. Plus tard, les archéologues ont mis au jour un vaste site d'habitation et ont dégagé 3 bâtiments en ruine. Il faudra probablement encore de nombreuses années pour comprendre pourquoi la ville a périclité et ce qu'il est advenu de ses habitants. Des archéologues saoudiens et français ont uni leurs efforts près de Riyad, la capitale de l'Arabie saoudite, et y ont découvert une ancienne colonie datant de 8000 ans. Ils ont eu recours à des technologies de pointe, telles que la numérisation laser, les drones et la photographie aérienne pour révéler ce trésor de l'ère néolithique. Dans ce site archéologique important, ils ont excavé un temple de pierre, les vestiges d'un autel et plus de 2000 sépultures, offrant ainsi un précieux aperçu des anciens rituels. L'équipe a également découvert les fondations de 4 bâtiments imposants, des tours d'angle et des cours extérieures, toutes dotées de réservoirs souterrains pour stocker l'eau destinée à l'agriculture. Un ingénieux système d'irrigation, comprenant des canaux et des citernes, permettait à la ville de prospérer dans l'un des déserts les plus arides au monde. Des dessins rupestres, gravés à même la montagne voisine, illustrent la vie quotidienne des habitants. Les fouilles, en cours depuis plus de 40 ans, continuent de révéler de nouveaux artefacts, offrant toujours plus de réponses aux questions des chercheurs.
des pêcheurs ont découvert des ossements, des outils et des artefacts datant de 9000 ans au fond de la mer du Nord. Des archéologues et des paléontologues britanniques et néerlandais se sont précipités pour examiner ces découvertes, espérant y découvrir des traces du Doggerland submergé. Ils n'ont pas été déçus et ont même découvert des empreintes parfaites laissées par les hommes du Mésolithique. Il y a 12 000 ans, lors de la dernière grande période glaciaire, les îles britanniques n'étaient mais pas du tout des îles. Elles faisaient partie d'une vaste terre composée de collines, de marécages et de forêts denses qui les reliaient au continent européen. Cette terre, appelée Doggerland, abritait une société de chasseurs-cueilleurs préhistoriques. Cependant, avec la fonte des glaciers, le niveau de la mer a commencé à s'élever à une vitesse d'1 à 2 mètres par siècle, forçant les habitants à migrer vers les régions qui correspondent aujourd'hui à l'Angleterre et aux Pays-Bas. Les experts ont alors décidé d'explorer l'histoire de Doggerland en exploitant les données fournies par les compagnies pétrolières opérant en mer du Nord. Jusqu'à présent, ils ont créé des modèles numériques représentant les 47 000 km² que couvrait Doggerland avant sa submersion. Ils doivent encore analyser des échantillons d'anciens insectes et de plantes préhistoriques ainsi que l'ADN des animaux retrouvés pour obtenir une image complète. Imagine que tu puisses passer une semaine entière à scruter des ruines anciennes et à prendre des photos des sites archéologiques les plus surréalistes qui soient. Serais-tu prêt à le faire? Alors, commençons à creuser. La première étape de ton périple est l'Asie du Sud-Est. C'est là que se trouvaient les ruines les plus impressionnantes. Commençons par Bagan, situé aux confins de la Birmanie. Il existe plusieurs façons de visiter le site, et tu es heureux d'avoir décidé de souscrire à 2 expériences différentes. La première est un voyage en montgolfière au lever du soleil. Juste avant l'aube, tu grimpes à bord du ballon et, dès que le soleil commence à poindre à l'horizon, tu entreprends de survoler cette région enchanteresse. Au fur et à mesure que le soleil s'élève dans le ciel, il se reflète sur plus de 2000 structures dorées de forme conique. Ce volume en montgolfière est plutôt bref, mais il permet d'avoir une vue imprenable sur la 60aine de kilomètres que couvre le site. De retour sur la terre ferme, tu loues un vélo et arpentes le village des ruines. Certaines d'entre elles sont à ciel ouvert et permettent un petit coup d'œil à l'intérieur. Ces magnifiques vestiges ont été construits entre le XIe et le XIIIe siècle de notre ère et faisaient principalement office de lieu de culte. Il s'y trouvait à l'origine plus de 10 000 bâtiments, mais ils se sont progressivement détériorés au fil du temps, notamment en raison des tremblements de terre. Heureusement, le site a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2015 et est préservé depuis. Tu attrapes ensuite un volume pour le Cambodge, où tu prends le temps de visiter les temples d'Angkor, un célèbre site archéologique niché au cœur de la jungle. Heureusement que tu as emporté de l'insecticide avec toi. La cité d'Angkor aura été la capitale de l'Empire Khmer du 9e au 15e siècle. Et pour information, le mot Angkor signifie « capitale » en ancien sanskrit. Fondée par le roi Yasovarman Ier, la ville est devenue l'une des plus grandes cités du monde pré-industriel. Les chercheurs affirment que près d'1 million de personnes y auraient revécu. Encore aujourd'hui, Angkor est admiré pour son architecture étonnante. Le style Khmer se reconnaît à l'emploi d'énormes blocs de grès. Et les tours du complexe auraient été autrefois décorées d'or. Mais aujourd'hui, le site ne consiste plus qu'en un labyrinthe de temples envahis de lianes. La ville fut abandonnée en 1431 pour n'être redécouverte que dans les années 1840. Oh, et si tu ne t'en doutais pas déjà, il s'agit également d'un site répertorié au patrimoine de l'UNESCO, et ce depuis 1992, des fois que tu voudrais te vanter auprès de tes amis de tes aventures culturelles à l'avenir. Ton périple se poursuit en Égypte. Tu es ici pour visiter le temple de Karnak, dans la cité de Luxor. Pour t'y rendre, tu optes pour le moyen le plus romantique, à savoir une croisière en bateau sur le Nil. En quittant le Caire, tu te diriges vers le sud jusqu'à atteindre la célèbre cité antique. Autrefois connue sous le nom de Thèbes, Luxor fut pendant des siècles la capitale de l'Égypte et un véritable centre administratif et économique. C'est pourquoi le complexe de Karnak est un site archéologique d'une telle importance. Tu choisis de le visiter de nuit et, dès l'entrée, tu es frappé par la beauté du site. Le soir, de puissants projecteurs illuminent d'une lueur dorée les statues et les colonnes en pierre du temple. Celui-ci est immense et a été principalement construit au XVIIIe et XIXe siècle avant notre ère. Chaque pharaon égyptien de cette période a apporté sa propre marque architecturale au site.
L'apogée de cette visite est une promenade dans l'allée des Sphinx, conclue par la découverte de la grande salle hypostyle. Cette vaste chambre est remplie de piliers imposants et de colonnes en grès massif. C'est un spectacle à couper le souffle. De l'Égypte, tu te diriges vers la Jordanie. Si tu aimes les paysages au ton mordoré, tu es au bon endroit. La cité de Pétra est une merveille du monde antique. Située dans le désert jordanien, la ville fut un centre commercial dès le XVe siècle avant notre ère. Les Nabatéens, un ancien peuple arabe, demeuraient aux abords de la ville rose et a prospéré pendant de nombreux siècles, ayant accumulé une quantité importante de richesses. La ville était connue pour son système innovant de gestion des eaux, lequel a rendu la région habitable. Et bien entendu, tu auras un aperçu de S&E vestiges lors de ta visite. La structure en forme de porte monumentale, sculptée à même la roche, et qui a fait la renommée de Pétra, s'appelle la Kasneh, ou trésor du pharaon. Elle se trouve à l'entrée principale du site, et on dit qu'un véritable trésor y serait enfoui. N'oublie pas de te placer juste en dessous de l'arche, et de prendre l'une de ces photos connues de tous pour tes réseaux sociaux. Une fois Pétra cochée sur ta liste, tu t'envoles pour le sud de l'Europe. Plus précisément, la pointe de la botte italienne. Tu as prévu une excursion d'une journée afin de visiter les ruines de Pompéi. Pompéi est accessible en voiture depuis la ville de Naples. Elle abrite les ruines sinistres mais parfaitement préservées d'une cité qui fut jadis engloutie par la lave. L'éruption du Vésuve, en 79 après JC, a laissé la ville de Pompéi complètement ensevelie sous des millions de tonnes de cendres. La cité antique a été retrouvée pour la première fois sous la roche volcanique au XVIe siècle. Mais ce n'est que dans les années 1870 que l'on a entrepris de l'excaver. Aujourd'hui, tu pourrais déambuler dans les allées de ces anciennes ruines romaines et te figurer à quoi ressemblait la ville à son apogée. Pompéi était une agglomération riche et animée. Les ruines du site ont révélé que de nombreux quartiers de la ville possédaient plusieurs fours à pain, de vastes marchés et même des maisons avec balcons. Un signe de grande richesse à l'époque. Et crois-le ou non, certaines œuvres d'art ont survécu à l'éruption. Les archéologues ont découvert des sculptures et des fresques parfaitement conservées, représentant des banquets et des créatures mythologiques. Tout cela tend à indiquer que les membres de la haute société y résidaient. La ville possédait même des thermes et un système de douche fabriqué dans des matériaux de luxe. Pendant que tu te trouves encore en Europe, tu feras bien un saut pour visiter l'emblématique Stonehenge. C'est une parfaite excursion d'une journée si tu séjournes un jour à Londres, qui ne se trouve qu'à un court trajet de ta destination. Stonehenge est situé dans la plaine de Salisbury, dans le Wiltshire, en Angleterre, et représente l'une des ruines les plus connues au monde. Vieux de plus de 5000 ans, ces curieux anneaux de roche comptent parmi les plus anciennes structures en pierre de la planète. Faits de grès, ils sont entourés de mystères, car on ignore encore largement qui les a construits et dans quel but. Les théories les plus répandues affirment que Stonehenge aurait été utilisé comme un calendrier solaire géant, construit pour aider les gens à garder le compte des jours, des semaines et des mois. Quel travail acharné pour créer un banal calendrier, n'est-ce pas? La dernière étape de ton voyage t'emmènera à la découverte de l'Amérique latine. Au Guatemala, en Amérique centrale, se trouvent d'anciennes ruines mayas. La cité perdue de Tikal est un site composé de 3000 bâtiments, les vestiges de l'ancienne capitale de l'Empire maya. Son importance était autrefois comparable à celle de villes comme Londres ou New York aujourd'hui. L'Acropole Nord est l'ensemble de monuments le plus ancien de Tikal. Érigée à la seule force des bras humains en 350 avant notre ère, elle servait de lieu de dernier repos aux rois et aux prêtres. À l'époque, ces pyramides à degrés étaient peintes en rouge, une couleur adorée des Mayas. Mais aujourd'hui, bien sûr, tu ne verras plus que le calcaire. Tu te demandes peut-être ce qui a pu précipiter la chute d'une ville aussi grandiose. Les archéologues n'ont aucune idée de la cause du déclin de Tikal. Jusqu'à aujourd'hui, cette question demeure sans réponse. S'agit-il d'une famine? D'une épidémie? Peut-être ne le saurons-nous jamais. Envie de découvrir d'autres ruines mayas? Chichén Itzá est un site archéologique qui abrite les pyramides les mieux conservées de la planète. Située dans l'état mexicain du Yucatan, cette cité maya a plus de 1500 ans et elle abritait 35 000 personnes à son apogée. Le site s'étend sur près de 500 hectares et comporte de nombreuses ruines. Son point culminant est El Castillo, un immense temple flanqué d'escaliers qui s'élève à 25 mètres au-dessus du sol. Sa particularité réside dans le fait qu'il comporte 91 marches sur chacune de ses 4 faces.
En comptant la plateforme supérieure, cela fait un total de 365 marches, qui se trouve également être le nombre de jours de l'année solaire. Ouf! Quel voyage trépidant! Il est temps de rentrer à la maison et de méditer sur tout cela. À la prochaine fois. Tu viens d'arriver à ton endroit préféré sur une plage déserte. C'est tellement calme ici que tu commences à t'assoupir. Mais quand tu ouvres les yeux, c'est le choc. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est une vraie maison là qui vient d'apparaître sur le rivage? On dirait un peu le début d'un roman de science-fiction, mais pas si tu vis près de cette plage du Salvador. On y trouve une maison abandonnée qui semble mystérieusement avoir été rejetée par les flots. Comment cette villa est-elle arrivée là? Et comment est-ce que personne ne l'avait remarquée jusqu'ici? Cette énigmatique bâtisse se trouve à 60 km au sud de San Salvador, la capitale du Salvador. Les habitants disent que la maison était autrefois un hôtel, portant le nom de Puerto Ventura. À l'époque de sa construction, son principal attrait était le fait qu'il se trouvait vraiment très proche de la mer. Malheureusement, les contremaîtres ont dû faire quelques erreurs. Une raison à cela, c'est qu'il n'était pas nécessaire d'avoir un permis de construire officiel. L'hôtel était trop proche de l'eau et dangereusement exposé aux éléments. Cette villa, de style romain, se trouve à présent à seulement 15 mètres du bord de la mer lorsque la marée est basse. On ne peut y accéder que le matin. Car plus tard dans la journée, les marées remplissent complètement le rez-de-chaussée d'eau salée. Cet hôtel de 2 étages n'est désormais plus qu'une ruine. Sa façade est très impressionnante avec ses piliers à la romaine. Elle possède aussi de grandes fenêtres au 2e étage. Tu peux encore voir des parties de la structure en métal, ainsi de ce qu'il reste de la porte d'entrée du 2e étage. Il y a des gradins au sommet du bâtiment, les touristes viennent parfois s'y asseoir. De plus en plus de personnes parcourent la zone pour prendre des photos, même si arpenter la maison est un peu dangereux. On ignore depuis combien de temps elle se trouve là où elle est aujourd'hui. Mais certains des habitants affirment que ça fait au moins 20 ans. La plupart des gens ignoraient son existence jusqu'à sa découverte par un utilisateur de TikTok en 2021. Mais cela ne répond pas à la question. Comment l'hôtel s'est-il retrouvé à cet endroit? C'est là que les choses deviennent un peu floues. Tandis que certains habitants prétendent que le bâtiment a été abandonné il y a des décennies, d'autres affirment qu'il a été déserté après le passage de l'ouragan Mitch dans la région en 1998. L'ouragan Mitch fut l'un des phénomènes météorologiques les plus violents jamais enregistrés en Amérique centrale. Pendant la tempête, les vents ont soufflé à une vitesse de 290 km/h. Et l'ouragan a duré environ 15 heures. Il a également causé d'immenses averses et par suite, il y a eu des inondations et de nombreux glissements de terrain. Étant construit si près du littoral, l'ancien hôtel avait peu de chances de résister à ces conditions météorologiques extrêmes. Et il aura été littéralement entraîné. Après un moment passé sous le soleil brûlant, tu rêveras peut-être de boules de neige rejetées sur le rivage. Tu sais, pour que la température baisse un peu. Je ne plaisante pas. Cet étrange phénomène naturel s'est bel et bien produit en 2016. Une étendue d'environ 18 km le long de la côte du golfe de l'Ob, en Sibérie occidentale, a été recouverte par d'énormes boules de neige. À cause des basses températures, des petits morceaux de glace ont commencé à se former dans l'eau. Ensuite, le vent et les vagues les ont roulés et transformés en de gigantesques boules de neige. Certaines d'entre elles faisaient la taille de balles de tennis, mais d'autres faisaient jusqu'à 1 mètre de large. En 2012, une moto Harley-Davidson Night Train de 2004 est arrivée sur le rivage d'une plage de Colombie-Britannique. Elle avait été soigneusement placée à l'intérieur d'un conteneur de transport. Cela a pris du temps, mais on a fini par retrouver son propriétaire. Il s'appelait Ikuo Yokoyama. Et il avait perdu sa moto après le tsunami qui a frappé le Japon le 11 mars 2011. Pour arriver à sa destination finale, cette Harley-Davidson a parcouru plus de 6500 km. Pour célébrer son voyage et son arrivée, Yokoyama a fait don de la moto au musée Harley-Davidson de Milwaukee. Elle y est exposée depuis, des fois que tu voudrais la voir. Ce phénomène étrange te donnera l'impression que quelqu'un a renversé du liquide vaisselle sur la plage. Mais cela arrive souvent dans le Queensland. L'écume de mer y recouvre complètement le rivage plusieurs fois par an. Cela se produit surtout après une tempête, lorsque les vagues de l'océan déplacent la matière organique dissoute dans l'eau. En gros, c'est comme une machine à glace géante. Après le cyclone Debbie en mars 2017, certaines plages ont dû être fermées en raison des énormes quantités d'écume blanche.
Le vent a même emporté une partie de cette écume dans les villes voisines, faisant croire aux habitants qu'il neigeait. Serais-tu surpris de voir un dé en métal rouillé de 2 mètres sur 2 échouer sur la plage de ton patelin? Parce qu'en 2017, les habitants de Cœur d'Allen, dans l'Idaho, l'ont certainement été. Il s'avère qu'il s'agissait d'un vieux réservoir de stockage. Quelqu'un avait décidé de l'embellir un peu en ajoutant des taches blanches pour le faire ressembler à un dé. En 1992, des milliers de canards en caoutchouc ont été échoués en mer après que le grand porte-conteneur qui les transportait ait été frappé par une vague. Comme tu peux l'imaginer, les canards ont commencé à apparaître dans le monde entier, à Hawaï, en Alaska, en Amérique du Sud, en Australie, en Europe et même dans l'Arctique. On estime que quelques centaines de ces canards en caoutchouc malchanceux errent encore dans les océans. Fait intéressant, ils se sont révélés très utiles pour les scientifiques. En se basant sur leurs mouvements, les chercheurs ont pu suivre les directions des courants marins. Si tu aimes les dinosaures, tu seras heureux d'apprendre que les océans peuvent aussi rejeter des fossiles sur la terre ferme. En 2018, une grande mâchoire de dinosaure est apparue à Lilstock Beach dans le Somerset en Angleterre. Elle appartenait à un dinosaure appelé Ichthyosaurus. Grâce à cela, les scientifiques ont pu faire une découverte impressionnante. Avant, ils pensaient que l'Ichthyosaurus pouvait atteindre une longueur maximale d'environ 21 mètres. Mais après avoir étudié cette mâchoire, ils ont dû recalculer la taille de la créature. Et ils ont conclu que l'Ichthyosaurus pouvait mesurer jusqu'à 26 mètres. Le mégalodon fut l'un des plus grands prédateurs de l'histoire de notre planète. Il vivait presque partout sur le globe, sauf près des pôles. Comment le savons-nous? Parce que des dents de mégalodon apparaissent encore aujourd'hui de temps en temps sur les plages. L'une de ces dents stupéfiantes, qui mesurait bien plus de 50 cm, a été découverte dans une rivière en Croatie. Comme ces créatures ont disparu depuis environ 3 millions d'années, leurs dents sont très prisées par les collectionneurs de fossiles. Un bonhomme Lego géant échoué sur un rivage, je n'aurais jamais cru entendre parler d'une telle chose. Pourtant, il s'avère que cela n'est pas arrivé qu'une seule fois. Il y a eu 4 de ces bonhommes Lego géants au total, chacun mesurant environ 2,40 mètres. L'un d'eux a été trouvé en Angleterre et un autre aux Pays-Bas, tandis que les 2 autres sont apparus en Floride et en Californie. Il ne s'agissait sûrement pas d'une coïncidence, et après quelques recherches, les gens ont découvert qu'un artiste néerlandais était derrière tout cela. Il s'agissait de l'œuvre d'un certain Ego Leonard. Un court-métrage a même été réalisé sur le sujet. Il porte le titre de No Real Than You Are. Cette phrase était écrite sur chacun des 4 bonhommes Lego envoyés en mer. En 2012, un paquet de plus de 50 lettres a été retrouvé sur la plage d'Atlantic Island dans le New Jersey. Cela s'est produit peu après le passage de l'ouragan Sandy dans la région. Un garçon de 14 ans a trouvé les lettres et les a données à sa mère. Elle en a été tellement émue qu'elle a décidé de les faire sécher soigneusement et de les rendre à leur propriétaire. Ces lettres avaient été écrites par 2 personnes nommées Dorothy et Lynn. Elles étaient datées de 1942 à 1948. La dernière fut écrite une semaine avant leur mariage. Avec l'aide d'un site de généalogie en ligne, la femme a réussi à joindre Dorothy et lui a remis son courrier à 88 ans. Elle vivait désormais dans une maison de retraite. Vous souvenez-vous de 2011? Eh bien, ouvrez grand vos oreilles. Un plongeur s'apprête à s'immerger profondément dans les eaux du fleuve Musi, situé au cœur d'une île indonésienne. Il est l'un des nombreux chanceux à avoir retrouvé des artefacts incroyables au fond de celui-ci. Plongeurs et pêcheurs découvrent peu à peu une civilisation de Sumatra disparue depuis longtemps. Connue sous le nom de la Cité éclatante, la cité-État de Sriwijaya était probablement la plus proche d'un véritable Eldorado à avoir jamais existé. Elle a toutefois disparu à la fin du XIIIe siècle. Et jusqu'à récemment, les chercheurs ne connaissaient même pas l'emplacement exact de celle-ci. Imaginez une civilisation bâtie sur un fleuve, un véritable monde aquatique, selon les archéologues qui ont étudié Sriwijaya. Les maisons, les marchés et les lieux de culte ont été érigés sur des pilotis de bois, au-dessus du niveau de l'eau. Ces habitants se déplaçaient, comme les Vénitiens modernes, dans de simples bateaux. Sriwijaya était connu comme un empire maritime prospère et respecté. Il a existé du 7e au 11e siècle. Il faisait partie de la route de la soie, et toute personne voyageant d'est en ouest devait transiter par la cité. Ces souverains étaient avisés et sont parvenus à prendre le contrôle du détroit de Malacca, permettant ainsi à la cité d'obtenir un contrôle total sur les routes commerciales de la région. Le moins que l'on puisse dire, c'est que son nom avait quelque chose d'honorifique. Sriwijaya se traduit du sanskrit par « éclatante victoire » ou simplement « glorieuse ».
La cité était un important comptoir commercial de l'époque. Elle était stratégiquement située sur les routes commerciales les plus influentes de l'Ancien Monde, ce qui signifie que ses habitants sont devenus extrêmement riches. Les anciennes sociétés les plus prospères avaient pour habitude d'exhiber ouvertement leur or et leurs richesses. Elles utilisaient souvent ces métaux précieux en guise d'offrandes à leurs divinités. Ou elles les utilisaient pour créer de grandes statues et pour en faire les parures de leurs rois et de leurs reines, ainsi que les décorations de leurs palais. Sriwijaya n'échappait pas à la règle. Des plongeurs indonésiens, qui ont exploré la moitié du fleuve Musi près de la ville de Palembang, en ont retrouvé certaines traces. Jusqu'à présent, ils ont découvert une statue grandeur nature de Bouddha, des bijoux incrustés de pierres précieuses, des cloches de temple, des miroirs, des cruches en or, et bien d'autres objets. Aucune fouille archéologique officielle n'a été effectuée dans la région. Ces artefacts sont donc les premiers éléments de l'empire de Sriwijaya jamais retrouvés. Sean Kingsley, un archéologue maritime britannique qui a rapporté ces découvertes, ne cache pas sa surprise. Longtemps, les gens ont spéculé sur la véritable richesse de Sriwijaya. Et il semble que les rumeurs aient été confirmées. Nous partons de zéro, dit-il. Nous ne savons pas quels vêtements portaient les habitants de Sriwijaya, quels étaient un peu leurs goûts, ou quel genre de poteries ils utilisaient pour se nourrir. Même si cette découverte a suscité un certain enthousiasme dans la communauté scientifique, il y a un revers à cette médaille. Les plongeurs et les pêcheurs revendent les artefacts récupérés sur le marché international des antiquités, avant même que les archéologues n'aient pu les examiner. Les chercheurs pourraient essayer d'acquérir certains articles, mais ils sont vendus pour des millions de dollars à travers le monde entier. La plupart des informations dont nous disposons au sujet de cet Eldorado de l'Orient provient des récits de marchands. Ces descriptions relatent que Sriwijaya était un royaume de serpents, mangeurs d'hommes et de perroquets multilingues. Voilà qui n'est pas banal. Certains affirment que ces volcans actifs donnaient à la cité un aspect irréel et inquiétant. Et toutes ces histoires soulignent la quantité d'or dont elles foisonnaient. Les récits de voyage étaient une façon courante de décrire les villes dans les temps anciens. Au cas où vous ne le sauriez pas, c'est ainsi que la légende d'Eldorado a débuté à l'origine. Alors que les explorateurs européens débutèrent leur excavation des terres sud-américaines au XVIe siècle, il se disait qu'une civilisation amazonienne avait pour coutume de peindre ses chefs en or en guise d'offrande aux divinités. La légende de El Hombre Dorado, alias l'homme doré, a commencé à se répandre rapidement à travers l'Europe. Il s'est avéré que ce n'était là que la pratique cérémonielle d'une civilisation précolombienne. Celle-ci n'indiquait aucunement des ressources en or illimitées. Personne ne sait ce qui a provoqué le déclin de l'empire Sriwijaya. Certains avancent que ces volcans actifs auraient pu l'engloutir, ou peut-être que les maisons de bois construites au-dessus du fleuve ont fini par couler. Peut-être que si les plongeurs continuent de récupérer des objets perdus au fond de l'eau, les archéologues pourront déterminer ce qui est vraiment arrivé à la ville. Il semble que cela soit assez courant dans l'histoire du monde. Certaines civilisations anciennes ont disparu sans laisser de traces, comme cela s'est produit avec la civilisation Maya, par exemple. Les Mayas ont réussi à bâtir l'un des plus grands empires de l'Amérique précolombienne. On pensait qu'il abritait plus de 2 millions de personnes, et il a prospéré pendant plus de 6 siècles. Sa disparition soudaine est une chose qui intrigue les archéologues et les scientifiques. Les Mayas ont commencé à s'implanter en Amérique du Sud dès 1500 avant notre ère. Leur civilisation s'étendait de la péninsule du Yucatan au Mexique jusqu'au Guatemala en passant par le Belize. On pense qu'ils ont érigé environ 40 villes à l'apogée de leur empire. Ils ont également développé un système complexe de hiéroglyphes qui est étudié depuis sa découverte par les scientifiques modernes. Les Mayas étaient de fervents ingénieurs, astronomes et agriculteurs. Il s'agissait d'un peuple post-nomade qui s'était installé dans de vastes zones de terres agricoles, où ils pouvaient cultiver du maïs et d'autres types de légumes. Les archéologues en apprennent encore beaucoup sur la civilisation maya en inspectant ses ruines. La ville de Chichén Itzá, située dans la péninsule du Yucatan, est l'un des sites mayas les plus importants découverts à ce jour. Le site compte un total de 26 ruines et abrite une pyramide mondialement célèbre, connue sous le nom d'El Castillo. Elle se compose d'une série de terrasses carrées avec des escaliers sur chacun des 4 côtés du temple. Elle a été construite en hommage au dieu serpent à plumes. Les Mayas étaient de tels prodiges de l'architecture qu'ils ont réussi à construire une pyramide qui projetait une ombre particulière. Plus précisément, en fin d'après-midi pendant les équinoxes de printemps et d'automne,
la pyramide projette plusieurs ombres triangulaires qui créent l'illusion d'un serpent. A plumes rampantes le long de l'édifice. Et ils ont créé cela sans aucune des technologies que nous avons aujourd'hui. La ville est tellement incroyable que depuis 2007, elle est considérée comme l'une des 7 merveilles du Nouveau Monde. La civilisation maya a prospéré pendant plus de 6 siècles grâce à un système de gestion des ressources avisé et à de solides connaissances astronomiques. Les Mayas étaient même capables de prédire avec précision les éclipses et, au seul moyen de leur technologie rudimentaire, pouvaient même localiser Vénus et Mars. Ils avaient mis tout ce qu'il fallait pour prospérer beaucoup plus longtemps qu'ils ne l'ont réellement fait. C'est pourquoi la chute des Mayas intrigue autant les scientifiques modernes. Personne n'a été capable de comprendre tout à fait ce qui a conduit à leur déclin, du moins jusqu'à une découverte récente. Une étude réalisée par la NASA prétend pouvoir expliquer ce qui aurait pu se passer. Les archéologues ont découvert un échantillon de pollen piégé pendant plus de 1200 ans dans d'anciennes couches de sédiments lacustres, qui remontent à l'époque précédente pour le fondement de cette civilisation. L'analyse a révélé quelque chose de complètement nouveau sur les Mayas. Au lieu des hypothèses qui suspectaient Nilay que les Mayas auraient disparu en raison d'une terrible épidémie ou d'un conflit prolongé dans la région, cela pourrait être dû à la déforestation. Il se peut que pour construire tout leur royaume, ils aient dû abattre beaucoup d'arbres. Sans arbres, leur sol aurait pu s'éroder, et toute leur terre fertile aurait pu lentement mais sûrement devenir stérile. Selon les chercheurs de la NASA, les températures dans la région auraient pu augmenter d'environ 6 degrés. Et à partir de ce moment-là, le sol serait devenu encore plus sec, et les cultures plus difficiles à entretenir. En gros, la NASA dit que les Mayas sont devenus incapables de faire la seule chose qui les faisait prospérer, à savoir l'agriculture. Et leur royaume a commencé à décliner. Ah, oui. Et cette théorie a été étayée par une autre découverte. Imagine que tu puisses passer une semaine entière à creuser dans le sol, à chercher des ruines et à prendre des photos des sites archéologiques les plus fantastiques du monde. Serais-tu prêt à le faire? Alors mets ta loupe dans ta valise et allons creuser un peu. Quand on est à Rome, on vit comme les Romains. C'est-à-dire qu'on se promène dans la ville en trébuchant à chaque pas sur des ruines antiques. Donc tu te balades sur la colline de l'Esquilin par un après-midi ensoleillé. Tu viens de finir ta 3e glace quand tu la vois soudain. La magnifique Domus Aurea, ou pour ceux qui ne parlent pas latin, la Maison Dorée. L'empereur romain Néron a ordonné la construction de cet immense palais en 64 après Jésus-Christ. Les travaux se sont terminés en 68 après Jésus-Christ. Au fait de sa gloire, elle occupait une surface 3 fois plus grande que la cité du Vatican. Le bâtiment a été décoré de feuilles d'or, de pierres semi-précieuses et de dizaines de fresques. Le palais comptait plus de 300 pièces, dont certaines donnaient sur un magnifique vignoble et un bois bruissant d'animaux. Il contenait aussi une énorme statue de 30 mètres de haut de Néron lui-même. La salle octogonale était la plus grande construction du palais. À l'origine, c'était une salle de banquet, avec des cascades tout le long des murs du fond. La salle tournait autour de son axe jour et nuit, tandis que d'en haut tombaient constamment des pétales. Les successeurs de Néron ont dépouillé tout le palais de ses matériaux. Aujourd'hui, les touristes peuvent visiter la structure principale et, bien sûr, la salle octogonale. Elle a été excavée et tu la reconnaîtras facilement même avec ses murs dénudés. Après avoir traversé la moitié du globe en avion, nous voilà au cœur de la jungle cambodgienne. Heureusement que tu as apporté ton spray insecticide, les moustiques deviennent littéralement fous dans ce climat tropical. Cachée au milieu de la forêt se trouve la ville d'Angkor. C'était la capitale de l'Empire Khmer entre le 9e et le 15e siècle. Pour info, le mot Angkor signifie capitale en langue khmer. La ville était l'une des plus grandes du monde à l'époque pré-industrielle. Les chercheurs affirment que près d'1 million de personnes y vivaient. Aujourd'hui, Angkor attire des visiteurs du monde entier en raison de son architecture étonnante. Tu reconnaîtras le style khmer à l'utilisation d'énormes blocs de grès. Au centre du complexe se trouve le temple Bayon. Il est décoré de 216 visages souriants qui, selon les scientifiques, sont censés ressembler aux fondateurs de l'empire d'Angkor. Ils pensent que les tours étaient autrefois décorées d'or, mais aujourd'hui, le site est un labyrinthe de temples couverts de lianes. La ville a été abandonnée en 1431 et n'a été redécouverte que dans les années 1840.
En 1992, elle a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les États-Unis ne sont pas nécessairement synonymes de ruines, mais en voici une. Dans l'état montagneux du Colorado, se trouve l'ancien lieu de résidence des Anasazi. Dans tout le parc national de Mesa Verde, on trouve plus de 600 habitations, construites sur les falaises par les Anasazi dans les années 1190. Le Cliff Palace comptait à lui seul plus de 150 pièces. C'était un bâtiment à plusieurs étages fait de grès et de mortier debout. Pour arriver à la maison du balcon, les visiteurs doivent grimper une échelle de 10 mètres. De là, tu pourras voir un village de taille moyenne, composé de 38 pièces et de 2 kivas. Les kivas sont des chambres traditionnelles construites par les Anasazi à des fins cérémonielles. En 1300, les Anasazi ont cessé de vivre dans la région de Mesa Verde. Heureusement, le site est maintenant ouvert aux visites. Si tu aimes les paysages aux couleurs de terre cuite, tu es au bon endroit. La ville de Petra est une merveille du monde antique. Située dans le désert de Jordanie, la ville était un haut centre commercial au IVe siècle avant Jésus-Christ. Les Nabatéens, un peuple arabe ancien, vivaient dans la ville rose et ont prospéré pendant de nombreuses années, accumulant une grande quantité de richesses. Ils ont inventé un système innovant pour que l'eau y circule et ont ainsi rendu la région habitable. La structure, en forme de porte sculptée dans la roche, est célèbre. On la surnomme le trésor du pharaon. Elle se trouve à l'entrée principale du site et on dit qu'un trésor caché se trouve en dessous. Au début des années 2000, le site a été nommé l'une des 7 nouvelles merveilles du monde. Très loin de cet endroit, au Guatemala, se trouvent d'anciennes ruines mayas. La cité perdue de Tikal est un site composé de 12 000 édifices, les vestiges de la capitale de l'ancien empire maya. Elle est comparable en importance à Londres ou à New York. L'Acropole Nord est le plus ancien complexe de monuments de Tikal. Construit par la seule main de l'homme en 750 avant Jésus-Christ, il servait de lieu de repos aux dignitaires et aux rois. À l'époque, les temples en forme de pyramide étaient peints d'un magnifique rouge. Les Mayas adoraient cette couleur. Aujourd'hui, bien sûr, tout est couleur de calcaire. Les archéologues ignorent la raison de la chute de Tikal. Est-ce la sécheresse qui l'a causée, une maladie ou quelque chose de complètement différent? Sur la rive gauche du Tigre se trouve une ancienne ruine étrange, une grande arche abîmée. Elle appartenait à une ville appelée Ctésiphon, le joyau de l'Empire perse pendant plus de 800 ans. La ville abritait un palais extravagant, doté d'une mosaïque de verre, de tapis ornés de joyaux et de beaucoup de marbre. D'ailleurs, pourquoi les rois semblent-ils tant adorer le marbre? L'arche faisait partie du complexe du palais impérial. Jusqu'à l'époque moderne, c'était la plus grande voûte autoportante construite par l'homme. Tu remarqueras qu'il n'y a aucun pilier pour la soutenir. En raison de son immense richesse, la ville était constamment la cible d'autres empires, jusqu'à ce qu'elle finisse par tomber. Tu as envie de découvrir d'autres ruines mayas? Chichén Itzá est un site archéologique dont les pyramides sont les mieux préservées de la planète. Située dans l'état du Yucatan au Mexique, cette cité maya a plus de 1500 ans. À son apogée, elle abritait 35 000 personnes. Le site compte un total de 26 ruines à découvrir. Le point culminant est El Castillo, un énorme temple qui se dresse à 24 mètres au-dessus du sol. Sa caractéristique la plus singulière est qu'il comporte 91 marches sur chacun de ses 4 côtés. En comptant la plateforme supérieure, cela fait 365 marches, soit le nombre de jours de l'année solaire. La plus ancienne cité perdue de cette liste remonte à la période néolithique. C'est à ce moment-là que nous, les êtres humains, avons commencé à pratiquer l'agriculture pour la première fois, au lieu de vivre selon un mode de vie entièrement nomade basé sur la chasse et la cueillette. Dans l'archipel des Orcades, au large de l'Écosse, se trouve un site préhistorique connu sous le nom de Skara Brae. Grâce à d'excellents travaux de restauration, le site est très bien conservé. Tu peux voir des habitations préhistoriques avec des foyers, des meubles en pierre et même des toilettes primitives. Les chercheurs ont aussi trouvé des symboles runiques sur le site, ce qui signifie qu'il est possible qu'ils se soient essayés à une forme d'écriture. Ah, la Grèce. Quelqu'un veut de la feta? Nous voilà arrivés au cœur des cœurs de l'archéologie. Mais aujourd'hui, nous explorerons un site en particulier, le colosse de Rhodes. Aussi connu sous le nom de géant de bronze, il était l'une des 7 merveilles du monde antique, se dressant dans le port de la ville grecque de Rhodes au IIIe siècle avant Jésus-Christ.
On dit que le colosse mesurait 32 mètres de haut. On pense aussi que la statue a été construite avec l'aide de 900 chameaux. Malheureusement, elle n'est restée debout que pendant une 60aine d'années. Un tremblement de terre dévastateur l'a réduite en miettes, si bien qu'en visitant les lieux, les visiteurs ne découvraient plus qu'un pied géant. Maintenant, il n'y a plus rien à l'endroit où se trouvait la statue. On trouve un grand nombre de murs en ruine de par le monde. Et pour notre dernière visite de la journée, c'est exactement de cela dont il va s'agir. Tout au nord de l'Angleterre se trouve la ruine du mur d'Adrien. L'empereur romain a fait construire ce mur afin de séparer son empire des peuples de Calédonie. Le mur originel était beaucoup plus grand que ce qu'il en reste aujourd'hui. Mais les ruines sont tout de même assez impressionnantes. Elles consistent en une structure qui s'étend sur 117 km d'une côte à l'autre. À l'époque, le mur d'Adrien abritait 17 grands forts et de nombreuses tours d'observation afin d'assurer une sécurité maximale à cette province. Le mur est tombé dans l'oubli lorsque les Romains ont déserté l'île de Bretagne au début du 5e siècle. Les gens ont commencé à le dépouiller pour construire des églises, des fermes et même des maisons. Aujourd'hui, si tu décides de visiter les ruines, tu ne verras que des fragments d'environ 1 mètre de haut. Mais c'est quand même assez chouette, hein? Tu as enfilé ta jolie parka beige, tes instruments sont soigneusement emballés, et ton billet d'avion pour l'Arabie Saoudite est réservé. Tu sais ce que cela signifie, n'est-ce pas? Et non, tu n'as pas été choisi pour jouer dans le remake de Dune. Cela signifie simplement que tu es prêt à partir explorer les plus grandes contrées désertiques de notre monde, dans l'espoir de découvrir quelques secrets préhistoriques sur nos ancêtres. Soyons clairs. Si tu pensais que les déserts étaient des espaces vides, détrompe-toi. Ils ont beau être remplis de sable à perte de vue, ils n'en sont pas moins chargés d'histoire. Tu sais, parce qu'avant que les hommes ne se rassemblent dans des villages, nous étions des peuples nomades. Nous arpentions le monde à la recherche de nourriture, d'eau et d'abri. Il nous a donc bien fallu concocter 1 ou 2 inventions intéressantes pour survivre. Comme cette chose trouvée dans le désert d'Arabie Saoudite. As-tu une idée de ce que cela pouvait être? Pendant de nombreuses années, les scientifiques ont débattu de l'origine et de l'usage d'énormes structures pareilles à celle-ci. Il semble que nos ancêtres néolithiques étaient bien plus intelligents que nous ne le pensions. Ils ne passèrent pas leur temps autour du feu à tailler des armes dans la pierre. Non, ils exerçaient aussi leur talent d'architecte. Ces immenses structures de pierre sont appelées des desert kites, autrement dit, les cerfs-volants du désert. Parce que si tu les regardes de loin, elles ressemblent, à des cerfs-volants. Les archéologues s'accordent à dire que ceux-ci servaient à attirer les animaux. Ainsi, nos ancêtres pouvaient plus facilement s'assurer une abondance de gibier au fil de la semaine. Mais ce n'est pas tout. Regarde plutôt la paroi de cette caverne. Elle nous montre que nos ancêtres ont probablement esquissé sur la roche le plan de ce qu'ils prévoyèrent de construire au sol. Tout comme les architectes d'aujourd'hui. Les desert kites pouvaient s'étendre sur des kilomètres de long. C'est pourquoi il fallait bien en tracer un plan avant de les construire. Le plus surprenant, c'est que ces structures semblent encore plus vieilles que ne l'est Stonehenge. On parle de 7 à 9 000 ans. Au cours de la dernière décennie, les scientifiques ont pu identifier plus de 6000 desert kites disséminés du Moyen-Orient jusqu'au cœur de l'Asie. Si tu ne trouves pas cela énorme, essaye de construire quelque chose d'aussi grand, sans l'aide d'aucun drone. Il semble que ce soit un exploit assez difficile à réaliser. Et apparemment, le désert d'Arabie est rempli de choses encore plus étonnantes. Des scientifiques y ont découvert de mystérieuses structures, plus anciennes que les pyramides égyptiennes de Gizeh. Alors bien sûr, tu as hâte d'aller voir ce qu'il en est. Nous sommes tous d'accord pour admettre que charrier de lourdes pierres, dans le but de construire une pyramide, et ce, sans l'aide de la moindre technologie moderne, semble déroutant. Je veux dire, comment diable ont-ils fait? Imagine maintenant que tu reviennes plusieurs milliers d'années en arrière et que tu retrouves les hommes qui ont construit ces gigantesques structures dans les régions les plus désolées. Jette donc un coup d'œil à ces mustatil. Il s'agit de structures rectangulaires construites à partir de pierres empilées et éparpillées sur une superficie de 200 000 km². Certains archéologues pensent que ces monuments étaient utilisés à des fins rituelles. Des processions, peut-être, où les pèlerins se rendaient d'un bout à l'autre du plateau. Passons maintenant à une autre zone désertique. Nous pénétrons dans le célèbre désert du Sahara. N'est-ce pas magnifique? Ici, tu es sur le point de trouver la réponse à un mystère ancien que les chercheurs ont mis des années à résoudre. Fait notable, le désert du Sahara est le plus grand désert chaud du monde. Il s'étend sur 8 à 9 millions de kilomètres carrés, ce qui représente environ 15 fois la France. On précise que c'est le plus grand désert chaud, parce que la plus grande zone désertique du monde n'est autre que l'Antarctique.
Mais nous savons tous que les températures y sont glaciales, ce qui est un peu aux antipodes de l'image que l'on se fait d'un désert. Au fin fond du désert, près de la ville algérienne de Fogaret Ezzoua, quelque chose d'étrange a été découvert. Depuis des décennies, ces petits points ne cessèrent d'apparaître sur les images de Google Earth, mais personne ne pouvait expliquer de quoi ils retournaient. Certains scientifiques étaient persuadés que ces cercles étaient le résultat de l'activité pétrolière dans la région. D'autres pensèrent qu'il s'agissait d'anciennes fogaras, autrement dit d'anciens puits. On en compte des dizaines, s'étendant en ligne droite sur des kilomètres et des kilomètres. Mais ce qui est étrange, c'est qu'elles sont toujours très éloignées de toute ville, de toute route ou de toute activité humaine en général. Quelle était, ou quelle est peut-être encore, leur raison d'être? Si tu devais deviner, qu'en dirais-tu? Tu te souviens que nous avons parlé du fait que nos ancêtres avaient dû faire preuve d'ingéniosité pour survivre en plein désert. Essayons de nous mettre à leur place pendant 1 minute. Imagine que tu sois un chasseur-cueilleur nomade vivant dans une région aride. Tu passes tes journées à te protéger tant bien que mal du soleil brûlant, en essayant de compter tous les grains de sable qui t'entourent. Mais tu as aussi besoin de manger et de boire de l'eau. Mais comment trouver de l'eau dans le désert? Bien sûr, tu peux peut-être espérer tomber sur une oasis toutes les semaines environ. Mais cela semble un pari risqué, n'est-ce pas? C'est pourquoi les habitants d'Afrique du Nord ont inventé ces fameuses fogaras. Les fogaras sont un système d'irrigation vieux d'environ 3000 ans. Les habitants de la région creusaient alors des puits dans les zones élevées, des fosses suffisamment profondes pour puiser dans les eaux souterraines. Ensuite, ils n'avaient plus qu'à creuser des puits en parallèle à des distances régulières. De cette façon, l'eau s'écoulait du puits principal vers tous les puits successifs et irriguait des zones entières. Les voyageurs pouvaient s'arrêter au puits pour se désaltérer. Ils pouvaient également y abreuver leur bétail et produire des cultures. Plutôt astucieux, non? Toutefois, même si ces trous ressemblent à des fogaras, quelques recherches démontreront que ce n'était pas le cas. En effet, de pareils puits étaient construits en ligne et non en cercle comme ceux que nous voyons à présent. Cela a donc éventuellement un rapport avec la deuxième option? Peut-être ces trous dans le désert sont-ils liés à l'activité pétrolière de la région? Examinons-les de plus près. Sur Google Earth, ils ne semblent pas bien grands, mais dans la réalité, ce sont d'énormes cratères. Le secret de leur nature se cache sous les sables. Si tu étais l'un des chercheurs à l'origine de cette découverte, tu aurais trouvé quelque chose d'unique enfoui sous le désert, d'anciens bâtons de dynamite et de vieilles boîtes de sardines. En rassemblant les pièces du puzzle, les archéologues se sont rendus compte que CS Conserve était d'un modèle des années 50 et 60. Il semble que des équipes entières de cette décennie y aient campé pendant qu'elles prospectèrent la zone en quête de pétrole. Et la dynamite? Elle était employée pour la prospection sismique, une technique ancienne, utilisée pour déterminer s'il y a du pétrole ou du gaz sous la surface de la Terre. Toujours en Afrique du Nord, existe un autre mystère du désert qui mérite que l'on se penche dessus. Près de la ville de Tiaré, au sud-ouest d'Alger, se trouvent 13 curieux monuments. Ces structures sont appelées Djedar. Et oui, difficile de s'empêcher d'y voir une référence à Star Wars. Elles ont une forme pyramidale et, d'après ce que les chercheurs en savent, elles servaient d'ultime demeure aux souverains de la région. Peux-tu deviner de quel peuple il s'agit? Ce sont vraisemblablement les Berbères. Et puisque nous parlons de choses anciennes, ces Djedar ont probablement été construits entre le 4e et le 7e siècle de notre ère. Lorsque les archéologues ont entrepris d'explorer l'intérieur de ces monuments, ils se sont rendus compte de leur immensité. Ils y ont découvert de grandes voûtes souterraines, des alcôves et des couloirs semblables à... Peux-tu me dire quelle date nous sommes aujourd'hui? Rien de plus simple. Il te suffit de regarder ton smartphone et le tour est joué. Tu connais immédiatement le jour, le mois et l'année. Mais a-t-il toujours été aussi facile de connaître la date? Nos ancêtres avaient-ils même le concept d'une année qui dure 365 jours? Oui et non. Les calendriers mayas, eux, avaient des cycles. C'est proche de ceux que nous appelons une année, mais le cycle maya était beaucoup plus long. 819 jours, et c'est là que le mystère commence. 819 jours par rapport à quoi? Quand ce calendrier commence-t-il et quand se termine-t-il? Les scientifiques se posent cette question depuis des décennies. Ils ont découvert et déchiffré le calendrier maya dans les années 1940. Récemment, 2 scientifiques américains, John Linden et Victoria Bricker, ont proposé une solution. Qu'ont-ils fait de différent de leurs prédécesseurs? Le duo a déchiffré le code en élargissant sa réflexion. Ils ont étendu ce calendrier de 819 jours à 45 ans. C'est 20 fois plus long que le cycle original. Et une certaine logique a commencé à émerger. Il s'agit d'une avancée majeure,
car les Mayas mesurèrent le temps d'une manière très complexe. Oublie les chiffres arabes, faciles à lire, dont nous disposons aujourd'hui. Ces peuples anciens utilisaient des glyphes. Il s'agit de minuscules images représentant des caractères, un peu comme les icônes sur ton bureau ou les symboles universels. Lorsque tu vois un petit point surmonté de 3 lignes courbes, tu sais qu'un réseau Wi-Fi est disponible. Le calendrier Maya utilisait des glyphes qui représentaient des animaux ou des phénomènes naturels. Par exemple, il y avait des symboles représentant un jaguar et un aigle. Chaque glyphe marquait un jour. Chaque cycle est répété 4 fois, soit 819 jours x 4. Appelons ces 4 cycles des blocs. Les Mayas coloraient chaque bloc différemment. Les chercheurs pensaient que ces couleurs correspondaient aux 4 points cardinaux. Le rouge correspondait à l'est, le blanc au nord, l'ouest au noir, et, enfin, le jaune indiquait le sud. Puis les années 1980 sont arrivées. Oui, c'est vrai. Ce n'était pas la décennie la moins étrange. Il s'est avéré que ces calculs étaient erronés. Les chercheurs ont alors déterminé que les couleurs étaient associées à la position du soleil dans le ciel. Ainsi, la couleur jaune représentait le point le plus élevé du soleil, autrement dit son zénith, et le blanc représentait son point le plus bas, appelé nadir. Il semble donc que ce calendrier ait montré à quel point les anciens Mayas étaient doués pour l'astronomie. Ceci est particulièrement évident à Chichén Itzá. Cette cité maya de premier ordre est située dans la péninsule du Yucatan, au Mexique. Une impressionnante pyramide à degrés s'y dresse. Elle est dédiée à Quetzalcoatl, la divinité serpent à plumes, et son alignement est parfait. 2 fois par an, il s'y produit quelque chose de merveilleux, lors des équinoxes de mars et de septembre. Ce sont ces moments où le soleil se trouve directement au-dessus de l'équateur. À ces 2 dates, le jour et la nuit durent en le même temps. Sur le site de la pyramide, la lumière du soleil éclaire d'abord la sculpture de la tête de serpent à la base de la structure. Puis elle gravit les 91 marches. Cela crée l'illusion qu'un serpent arpente la pyramide. Aujourd'hui encore, les gens se rassemblent pour assister à ce spectacle. Celui-ci devait être encore plus impressionnant au moment où les Mayas ont achevé la structure, entre 1050 et 1300 après JC. Et sais-tu ce qu'est une période synodique? Moi non plus, mais les astronomes mayas, eux, le savaient. Une période synodique est le temps qui s'écoule avant qu'un corps stellaire ne fasse un tour complet. Par exemple, il s'agit de la période entre 2 pleines lunes. Depuis la Terre, cette période dure environ 28 jours. Les Mayas observèrent le ciel en permanence. Ils consignaient soigneusement les périodes synodiques de toutes les planètes. De Vénus à Saturne, ces astronomes anciens ont recensé presque tous les corps célestes. Mais quel est le rapport avec leur calendrier? Les calculs des chercheurs américains ont révélé le lien. Prenons l'exemple de la planète la plus proche du Soleil, Mercure. Sa période synodique est de 117 jours. Multiplie ce chiffre par 7 et tu obtiendras quel nombre? 819. Exactement. Une coïncidence? Certainement pas. Car les périodes synodiques des autres planètes correspondent aussi parfaitement à ce nombre magique. Mais cela n'est pas visible à partir d'un seul cycle maya. Les scientifiques ont dû l'étendre plusieurs fois pour découvrir cette configuration. Il y a une raison pour laquelle personne n'a pu déchiffrer le code pendant si longtemps. On ne s'est concentré que sur une seule planète. L'astuce consistait à additionner les calculs mayas pour chacune des planètes. Les chercheurs devaient simplement avoir une vue d'ensemble. Cela nous amène à l'année 2012. Te souviens-tu que certains pensaient que la fin du monde aurait lieu le 21 décembre? Il s'est avéré que ça n'a pas été le cas. Nous sommes aujourd'hui en vie et en bonne santé. Mais qu'est-ce qui a lancé cette fausse rumeur? Le calendrier Maya, pardi. 6 peuples anciens ont basé leur calendrier sur de longues périodes de toutes les planètes. Cela impliquait beaucoup de mathématiques compliquées et de multiplication. Cette date de 2012 correspondait simplement à la fin de leur cycle. C'est ce qu'on appelle le compte long, et cette période est l'équivalent de notre année grégorienne. Pour les Mayas, 2012 était un peu comme le 31 décembre pour nous. Il s'agissait simplement de la fin d'un cycle dans lequel ils mesuraient le temps. Il n'y a donc pas lieu de paniquer. Les fêtes de fin d'année sont peut-être un peu folles, mais le monde ne s'arrête pas le 1er janvier. Les Mayas ne se contentaient pas d'étirer leur calendrier. On parle bien, là, du fameux caoutchouc. Oui, tu as bien entendu. Ces peuples anciens s'étaient capables de concevoir différentes qualités de caoutchouc 3000 ans avant que le célèbre américain Charles Gould ne le fasse. Ils extrayèrent le latex naturel de l'EVA. Il s'agit d'une substance laiteuse, qui peut être transformée en caoutchouc naturel. Et ils n'étaient pas les seuls à le faire. Les chercheurs ont trouvé des preuves que leurs voisins aztèques et olmèques faisaient de même. Mais que faisaient-ils de tout ce caoutchouc? Ils n'avaient pas besoin de pneus de bagnole, ça c'est certain. Mais c'est toujours cool d'avoir une belle paire de sandales pour la plage. Les conquistadors espagnols ont écrit au sujet des chaussures à semelles en caoutchouc que portaient les indigènes. Malheureusement, les archéologues n'en ont toujours pas retrouvé. Ce serait pourtant un grand pas pour l'archéologie.
Les Mayas jouèrent donc avec le caoutchouc, littéralement. Les chercheurs pensent ainsi qu'ils fabriquaient des balles en latex. 16 balles étaient particulièrement élastiques et leur taille variait de celle d'une balle de baseball à celle d'un ballon de foot. Le jeu de balle Maya, ou Pits, comportait 2 arceaux. Tu penses sûrement au basketball, mais ce n'est pas tout à fait ça. Les arceaux étaient fixés sur des murs à 7 mètres de hauteur, comparé à la norme de la NBA, qui n'est que de 3 mètres. Et ces arceaux étaient inclinés sur le côté. L'histoire des Mayas a aussi un côté sucré. Ce peuple ancien appréciait le chocolat. En fait, le mot moderne de chocolat vient probablement du mot xocolatel, issu de leur propre langue. Celui-ci signifiait « eau amère ». D'accord, on comprend la partie amère, mais pourquoi de l'eau? Les Mayas ne produisirent pas de chocolat sous la forme que nous lui connaissons aujourd'hui. Ils ne fabriquaient pas de tablettes de chocolat, ils se contentaient de le boire. Ces fèves de cacao écrasées constituaient une excellente boisson. Les Mayas ont perfectionné le mélange au fil du temps et y ont même ajouté des épices. Quelqu'un veut-il d'une boisson chocolatée piquante avec de la bouillie de poivron et de la farine de maïs? Qui sait, cette boisson avait peut-être bon goût. Les fèves de cacao étaient sacrées et servaient également de monnaie d'échange. Les chercheurs pensent par ailleurs que toutes les classes sociales pouvaient en profiter. Aujourd'hui encore, l'idée d'un chocolat gratuit pour tous semble plutôt séduisant. Mais où les Mayas se procuraient-ils de l'eau potable pour leurs boissons à base de cacao? Par le plus ancien système de filtration de l'hémisphère occidental. Il était basé sur l'action des éolites. Il s'agit de minéraux contenant des composés d'aluminium et de silicone. Et devine quoi? Les purificateurs d'air et d'eau modernes utilisent toujours ce même matériau. La technologie Maya l'emporte encore une fois. En Europe, Roger Bacon a mis au point un système de filtre à sable en 1627, quelques 1800 ans après les Mayas. Mais qu'en est-il des régions dépourvues de rivières, de lacs ou de sources? Les ingénieurs Mayas avaient encore une fois tout compris. Il s'agissait d'exploiter l'eau de pluie. Ils creusaient de grands réservoirs dans la roche calcaire. Ensuite, nous savons que les anciens Égyptiens étaient assez talentueux pour construire des édifices aussi grandioses que les pyramides, mais étaient-ils suffisamment intelligents pour mesurer la vitesse de la lumière? Une théorie circulant en ligne le suggère. Si vous comparez ces deux chiffres, vous verrez qu'ils correspondent parfaitement. Le premier est la vitesse de la lumière dans le vide en mètres par seconde, et le second est la latitude de la grande pyramide de Gizeh. Alors, était-ce intentionnel ou s'agit-il juste d'une coïncidence? Heureusement, nous pouvons vous assurer qu'il s'agit simplement d'une coïncidence, et non d'une autre théorie du complot. La Grande Pyramide n'est qu'un des nombreux endroits sur Terre partageant cette latitude. De plus, même si les Égyptiens étaient non parvenus à mesurer la vitesse de la lumière et avaient décidé de la garder secrète, ils n'auraient pas utilisé de mètre pour l'exprimer. Celui-ci n'a été défini qu'à la fin du XVIIIe siècle. Les bâtisseurs des pyramides utilisaient une autre unité de mesure appelée la coudée. Une coudée équivaut à un pied et demi, soit 45 cm. Cette unité, basée sur la longueur de l'avant-bras depuis le coude jusqu'au bout du majeur, était répandue dans l'Antiquité. Ainsi, s'ils avaient voulu épater tout le monde en positionnant leurs pyramides à une latitude correspondant à la vitesse de la lumière en coudée, ils auraient dû construire leurs édifices emblématiques quelque part en Europe. Par ailleurs, l'astronome danois Ole Rømer, qui a mesuré pour la première fois la vitesse de la lumière en 1676, aurait été bien contrarié de découvrir que quelqu'un l'avait fait des siècles avant lui. Bien que les Égyptiens aient été en avance sur leur temps à bien des égards, ils n'ont jamais mesuré la vitesse de la lumière, ni employé de coordonnées de latitude et de longitude pour leur construction. La base de la grande pyramide de Gizeh peut sembler être un carré parfait, mais il s'agit en réalité d'une structure à 8 côtés, et non 4. Chacun de ces 4 côtés présente une légère indentation concave qui les divise uniformément de la base au sommet. La version officielle voudrait qu'un pilote britannique du nom de Groves ait été le premier à le remarquer en 1940, lorsqu'il survolait la pyramide. Il a pris une photographie montrant les ombres qui soulignaient ces indentations. Certains pensent que ces lignes ne sont visibles que depuis les airs et peuvent être mieux observées à l'aube et au crépuscule, lors des équinoxes de printemps et d'automne. Cela a conduit à une étrange théorie selon laquelle les anciens Égyptiens auraient pu concevoir ces pyramides pour communiquer avec des visiteurs célestes. La pyramide de Khéops est l'une des 3 seules pyramides qui possédaient autrefois une porte pivotante. Cette porte, pesant environ 20 tonnes, pouvait être facilement ouverte de l'intérieur. Son ajustement précis la rendait presque invisible du dehors. Sans loquet ni poignée visible, seules de très légères aspérités dans la paroi extérieure dénotaient l'ouverture.
Les deux autres pyramides avec des portes similaires appartenaient respectivement au père et au grand-père de Khéops. La grande pyramide renferme également un vide caché d'au moins 30 mètres de long, découverte en 2017. Nous ignorons encore ce qui se trouve à l'intérieur de cet espace, sa fonction exacte, ou s'il est le seul de ce type. Les chercheurs ont utilisé une technologie permettant de voir à travers les murs des cathédrales, des pyramides mayas et même des volcans, reposant sur une pluie naturelle de particules subatomiques appelées muons. Ces particules traversent plus facilement les espaces vides que les matériaux solides. En plaçant plusieurs détecteurs de muons autour d'une structure, les scientifiques peuvent cartographier ces éléments solides et ces zones vides. Une équipe a placé des détecteurs de muons à l'intérieur de la pyramide de Khéops, collectant des données au fil des mois. Les scientifiques ont analysé à de nombreuses reprises des échantillons du mortier utilisé pour construire les pyramides. Bien que nous en connaissions la composition, la technologie moderne ne peut toujours pas le reproduire. Ce mortier, principalement composé de gypse traité, n'était pas utilisé comme le ciment actuel de nos briques, mais servait à soutenir les joints entre ces pierres massives lors de leur mise en place. Environ un demi-million de tonnes de ce mortier auraient été nécessaires pour construire la grande pyramide de Khéops. Ce mortier fait de gypse est plus robuste que les pierres elles-mêmes et a résisté pendant des millénaires. Les 4 côtés de la pyramide de Khéops sont alignés avec les points cardinaux, nord, sud, est et ouest. Selon l'archéologue et ingénieur Glenn Dash, cet alignement est précis à 4 minutes d'arc près, soit un 1/15 de degré. Les architectes y parvenus sans outils modernes tels que des drones ou des ordinateurs. De nombreux chercheurs ont tenté d'expliquer ce prodige d'architecture. Peut-être utilisait-il l'étoile polaire ou l'ombre du soleil. Dash a récemment proposé une idée nouvelle et plus simple. Les Égyptiens auraient pu utiliser l'équinoxe d'automne pour aligner les pyramides. Celle-ci se produit 2 fois par an, lorsque le soleil traverse le plan équatorial terrestre, rendant le jour et la nuit presque égaux en durée. Pour éprouver sa théorie, Glenn Dash a conduit une expérience le 22 septembre 2016, premier jour de l'équinoxe d'automne. Il a utilisé une tige spéciale appelée gnomon, dont disposaient les Égyptiens, pour projeter une ombre. Puis il en a suivi la pointe à intervalles réguliers, formant une courbe régulière. En reliant 2 points de la courbe au moyen d'une corde tendue, il a créé une ligne presque parfaite d'est en ouest. Dash a observé que lors de l'équinoxe, la pointe de l'ombre se déplaçait en ligne droite, suivant presque parfaitement la direction est-ouest, avec une légère déviation dans le sens anti-horaire, similaire à celle observée dans les pyramides. Bien que l'expérience ait été menée dans le Connecticut, Glenn Dash estime que la même méthode fonctionnerait en Égypte. Tout ce dont les Égyptiens avaient besoin, c'était d'une journée claire et ensoleillée. Ils pouvaient déterminer l'équinoxe d'automne en comptant 91 jours à partir du solstice d'été. Cependant, ils nous ont laissé peu d'indices, et aucun document d'ingénierie n'a été retrouvé qui explique leur méthode. Ainsi, bien qu'ils aient pu utiliser des ombres pour se repérer, rien n'est moins certain. Les scientifiques se sont longtemps demandé comment ces lourds blocs de pierre étaient acheminés vers les sites des pyramides, et ils pourraient enfin avoir la réponse. Une équipe chercheur de l'Université de Caroline du Nord à Wilmington a découvert que 31 pyramides avaient probablement été construites le long d'un ancien bras du Nil. Ce bras est maintenant enseveli sous le désert et les terres agricoles. Pendant des années, les archéologues ont pensé que les anciens Égyptiens devaient utiliser une voie d'eau à proximité pour transporter les matériaux, les équipements, les personnes et tout ce dont ils avaient besoin pour construire les pyramides. Mais jusqu'à présent, ils n'étaient pas certains de l'emplacement, de la forme, de la taille ou de la proximité de cette voie d'eau par rapport au site de construction. L'équipe de recherche a utilisé l'imagerie radar par satellite, des cartes historiques, la prospection géophysique et des carottages de sédiments pour cartographier cette branche du fleuve. Ils pensent qu'elle a été ensevelie suite à une grande sécheresse et au fil des tempêtes de sable il y a des milliers d'années. L'équipe est parvenue à plonger sous la surface sablonneuse et à obtenir des images de certaines caractéristiques cachées grâce à la technologie radar. Ils ont découvert des rivières cachées et des structures anciennes situées au pied des collines où se trouvent comme la plupart des pyramides égyptiennes. La découverte de cette branche fluviale disparue aide à expliquer la forte densité de pyramides entre Gizeh et Licht, dans ce qui est à présent une zone inhospitalière du Sahara. L'Égypte n'est pas le pays qui compte le plus grand nombre de pyramides au monde. Ce titre revient à son voisin méridional, le Soudan.
Il y a beaucoup de portes de par le monde qui n'ont pas de clé. Peut-être que tu vas trouver le moyen de les ouvrir. Notre première destination est... Ok, lis-le toi-même et bonne chance pour la prononciation. C'est un temple en Inde dont le nom vient de cet autre mot extrêmement long qui se traduit par « celui qui émerge du lotus ». Ce temple est l'un des lieux les plus connus et les plus sacrés de l'Inde. C'est l'un des 108 temples du courant de l'hindouisme qui s'appelle comme ça. C'est un courant particulièrement ancien dont on trouve les premières traces dans des textes tamouls du VIe siècle. On en revient à notre époque. En 2011, suite à une plainte, la Cour suprême indienne a décidé de recenser les objets de valeur conservés dans le temple parce qu'ils avaient été informés que l'endroit pouvait avoir été abusivement exploité. Pour ce faire, ils ont dû ouvrir toutes ces portes qui étaient restées fermées pendant des siècles. La commission a ainsi découvert 6 gigantesques caveaux secrets dans lesquels étaient cachés d'inestimables trésors. En ouvrant ces caveaux, la commission a découvert des statuettes en or, des colliers et des pièces pour une valeur totale d'au moins 23 milliards d'euros. Les officiers ont aussi découvert des costumes de cérémonie, des noix de coco en or incrustées de bijoux et de gros diamants. Quand je dis gros diamants, c'est que c'est vraiment des gros diamants. Certaines de ces pierres précieuses atteignent les 110 carats. Pour te donner une idée, une petite statuette en or de cette collection a une valeur estimée d'environ 31 millions d'euros. Après cette découverte digne d'un conte des mille et une nuits, le temple s'est équipé de détecteurs de métaux, de caméras et d'autres appareils de sécurité avant l'arrivée des premiers visiteurs. Le temple est maintenant encerclé par plein d'agents de sécurité. Mais est-ce qu'il protège le trésor ou est-ce qu'il y a quelque chose d'encore plus mystérieux dans ce temple? Il y a 6 caveaux dans le temple. C'est là que le trésor est entreposé. Ces caveaux ont des noms de A à F. Mais le comité de recherche n'a ouvert que 5 des 6 caveaux avec beaucoup de difficultés. Le plus bizarre, c'est que, malgré tous les efforts ayant impliqué l'utilisation des technologies les plus récentes, le caveau B n'a pas pu être ouvert. 2 cobras sont sculptés sur la porte et sont là pour t'accueillir. Cette porte fait office de portail. Tu peux aisément le voir, comme pour les portes qui mènent aux autres caveaux. Surprise! Les experts ont découvert 2 autres portes derrière la première. La deuxième porte est en bois et la troisième en fer. Étonnamment, la dernière porte est verrouillée et ne présente aucune caractéristique d'une porte. Pas de charnière, de poignée, de verrou, ni quoi que ce soit d'autre. Personne ne sait ce qui se cache dans le caveau B. Ceux qui croient en des forces occultes considèrent qu'ouvrir cette porte contre sa volonté libérerait d'innommables forces sur le monde. D'autres considèrent que la porte du caveau B conduit vers un tunnel. On ne sait pas si c'est lié à ces croyances, mais la Cour suprême indienne déconseille l'ouverture des portes du caveau B. En 2010, David Crespi, un ingénieur français qui visitait le Machu Picchu, a découvert une porte étrange dans un des bâtiments principaux. La porte se trouvait dans un passage étroit très peu fréquenté par les touristes et les archéologues. David a pensé qu'il s'agissait d'une porte d'entrée qui avait été scellée par les Incas pour une raison inconnue. Il a immédiatement contacté les archéologues et les autorités, qui lui ont promis qu'il commencerait à enquêter au plus tôt et qu'il lui donnerait des nouvelles sur sa découverte. Les mois ont passé, mais il n'a reçu aucune nouvelle. Il n'a reçu aucune réponse à ses appels et ses emails. En 2011, il tombe sur un article sur le Pérou écrit par Thierry Jamin. David le contacte immédiatement et l'informe de sa découverte. Par la suite, Jamin et d'autres archéologues se rendent au Machu Picchu pour mener l'enquête sur la porte secrète. Ils en ont conclu qu'il s'agissait bien d'une porte d'entrée scellée par les Incas. Les chercheurs ont confirmé la découverte de 2 entrées situées derrière la fameuse porte. Ils ont aussi reproduit une image 3D d'une rampe d'escalier conduisant vers la pièce principale et une autre chambre. L'analyse révèle quelques cavités parmi lesquelles se trouve une grande pièce quadrangulaire. En outre, les géoradars ont aussi détecté des métaux qui pourraient correspondre à des objets en or ou en argent. Jamin et son équipe pensent qu'il s'agit peut-être d'une pièce datant d'une période préhispanique. Ils pensent que les Incas ont scellé la porte afin de cacher quelque chose d'important. Peut-être s'agit-il d'un énorme trésor ou autre chose de tout aussi important. Jamin a affirmé que la découverte de cette chambre pourrait être la première étape de la découverte d'un mausolée. Jamin soumet une demande officielle au gouvernement péruvien afin d'obtenir l'autorisation d'ouvrir la pièce. Pourtant, ni sa demande, ni les demandes d'autres archéologues n'ont été approuvées jusqu'à maintenant. Les autorités considèrent que l'ouverture de cette porte pourrait causer des dégâts à d'autres aires du site archéologique.
Pourtant, la caméra endoscopique a confirmé l'hypothèse que les blocs de pierre de l'entrée ne font que bloquer le passage et ne sont pas des éléments structurels utiles au bâtiment. Le troisième mystère se situe à Gizeh, en Égypte. Des explorateurs ont découvert 2 portes secrètes dans la pyramide de Khéops. Il y a 2 tunnels d'environ 20 cm de large qui partent des murs nord et sud de la chambre de la reine. Mais ces tunnels sont fermés avant de déboucher sur l'extérieur de la pyramide. Alors, où peuvent-ils bien conduire? Personne ne sait exactement à quoi servent ces tunnels. Certains archéologues pensent que ces portes cachent l'entrée à des chambres encore inexplorées. L'égyptologue Zahi a raconté la découverte de ces portes. Un robot conçu spécialement pour l'expédition a été envoyé dans ces couloirs partant de la chambre de la reine pour comprendre ce qui s'y trouvait. Les chercheurs ont branché une caméra à ce robot. La vidéo montre que derrière la porte en pierre se trouve une autre porte close. Les archéologues étaient stupéfaits d'avoir découvert une porte au lieu d'une impasse. La structure de la porte en pierre cache parfaitement les autres portes. Selon les experts, il s'agit d'une prouesse d'ingénierie. Il est impossible d'atteindre la porte car elle se situe derrière un bloc de pierre géant. Mais les archéologues sont en train de chercher une façon d'y parvenir sans endommager la structure. Ces nouvelles découvertes n'ont fait que confondre encore plus les archéologues au lieu d'apporter des réponses à leurs questions. Dernière étape de notre voyage, le Taj Mahal, le palais de l'amour. L'empereur moghol Shah Jahan a fait construire ce mausolée à la mémoire de sa femme bien-aimée, Mumtaz Mahal. La quantité de portes du Taj Mahal est si importante que cette vidéo durerait des jours si on commençait à parler de toutes les pièces scellées du palais. Selon les experts, si l'on ouvrait ces portes maintenant, des centaines d'années après leur fermeture définitive, on se retrouverait à devoir faire face à des exhalations de monoxyde de carbone. Et si ce gaz entrait en contact avec le marbre, il se transformerait en carbonate de calcium, ce qui pourrait fissurer les minarets du Taj Mahal. Une légende dit que l'ouverture de ces portes libérerait une terrible malédiction emprisonnée dans les chambres souterraines du mausolée. Un petit bonus du Canada. La porte de la chambre 873. C'est une chambre du Fairmont Banff Springs Hotel, ouvert en 1888. Voici l'histoire. Il y a des dizaines d'années, un crime a été commis dans cette chambre. Après l'enquête, l'administration de l'hôtel a décidé de réaménager la chambre et de continuer à la louer à d'autres voyageurs. La rumeur dit que les hôtes logeant dans cette chambre avaient été témoins d'étranges phénomènes. Ils entendaient des bruits bizarres et la télé de la chambre ne cessait de clignoter. On dit que la porte de la chambre 873 a été murée avec des briques. Les hôtes curieux qui ont entendu parler de ces histoires traînent dans les couloirs là où se trouvait l'entrée de la chambre en tapant sur les murs pour contacter d'éventuels fantômes. Laquelle de ces portes voudrais-tu ouvrir ?